Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir Regard Social pour terminer votre soirée. Ce jeudi, comme tous les soirs, nous jetons un regard social sur la société camerounaise pour essayer de mettre la lumière sur des faits de souffrance qui se passent très souvent à côté de chez vous sans que vous ne soyez pour autant au courant. Alors, si vous avez la fibre sociale, si le malheur de l'autre ne vous laisse pas de marbre, cette plateforme est la vôtre. Bienvenue à tous. C'est un drame qui a secoué l'opinion publique. Le fait a été abondamment relayé dans les journaux d'Equinox Télévision. C'est une actualité qui a jeté du froid sur beaucoup de familles camerounaises parce que cette actualité malheureuse touchait à la vie même de famille. Il s'agit de cette famille qui a perdu 6 enfants le même soir. 6 enfants de la même mère partis dans un incendie qui s'est déclaré nuitamment au quartier Brazzaville dans le 3e arrondissement de Douala. L'information a donc été amplement relayée sur la toile, partagée, et les Camerounais, comme il fallait s'y attendre, ont donc été fortement secoués par cette actualité. D'aucuns ont donc continué par dire que la maman de ces enfants était passée de vie à trépas. Pourtant, il n'en est rien. Nous recevons donc sur le plateau de Regard Social ce jeudi cette dame qui a vu sa famille se décimer totalement dans un incendie qui est donc aujourd'hui connu comme étant un incendie criminel. Nous revenons sur cette affaire, mesdames et messieurs, pour essayer de comprendre les causes d'un tel drame, mais surtout les mesures d'accompagnement qui ont été mises en œuvre par les autorités camerounaises en vue de soutenir cette dame qui a plus besoin que jamais de réconfort et d'assistance. Vous l'avez compris, sur ce plateau de Regard Social, nous sommes allés chercher Brigitte pour vous. C'est comme ça qu'elle est connue, c'est sous son nom qu'elle est connue dans le quartier Brazzaville. Pour les Camerounais qui sont férus d'igname jaune et de mets de pistache, c'est donc un visage que vous avez certainement déjà rencontré au carrefour Brazzaville, sauf que sur ce visage désormais se lit toute la peine du monde pour la seule cause que cette dame a vu le corps de ses 6 enfants portés à la morgue, des enfants qui ont donc perdu la vie dans un incendie. Nous vous recevons ce soir, Brigitte Madi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, nous savons que vous passez par des moments vraiment difficiles et c'est normal ce par quoi vous passez en ce moment. Toutes les émotions contradictoires qui vous assaillent, c'est normal que vous puissiez les ressentir. Mais vous êtes là ce soir parce que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'accompagnement. Vous avez perdu vos 6 enfants, mais jusqu'ici, vous n'avez et ne savez d'ailleurs pas comment vous allez faire pour les mettre en terre. Alors, on va essayer de revenir au jour du drame. Où étiez-vous quand vous avez appris cette nouvelle qui a bouleversé votre vie? Je n'écoute pas bien. Il faut peut-être préciser aux téléspectateurs de Regard Social qu'après ce drame, Brigitte a été victime d'un choc qui fait donc aujourd'hui, elle ne se serve plus totalement de ses 2 oreilles. Elle a l'une d'elles qui a de la peine à capter ce qui est dit. C'est donc la raison pour laquelle on va parler un peu plus fort pour que vous puissiez comprendre. Les téléspectateurs d'Equinox Télévision par ma voix voudraient savoir où est-ce que vous étiez quand vous avez appris le drame qui a frappé vos enfants? Moi, je suis quittée à la maison. D'abord, mes 2 enfants de 15 ans, 12 ans étaient en route quand l'igname était prêt à 16 h. Ils sont partis chercher le pouce. Ça les a ramenés au rond-point Dakar devant Jolie Swaba. Comme je propage le charbon me dérangeait. J'ai mis le pistage au feu parce que je vends avec le pistage et de la pâte. Je leur ai dit qu'il faut que vous vous avancez. Par derrière, je viens avec le pistage quand ça serait déjà prêt. À 20 h 30, le pistage était déjà prêt. J'ai lavé les jumeaux et mon premier garçon et ma fille, je les ai fait dormir.
Et l'autre a dit, maman, bon marché. Et il m'a chargé, il a porté et mettre sur ma tête. Je suis quittée à la maison à 20h30. En laissant mes 2 voisines à côté de la rue, j'ai pris la moto. Je suis arrivée, je suis restée avec mes enfants jusqu'à presque, même en quittant, j'avais laissé la pâte au feu parce que le charbon me dérangeait. Je suis arrivée en route. J'ai dit, celle de 15 ans, maman, ta soeur, elle est en train de dormir. Rentre, tu retires la pâte, tu viens avec. Elle est descendue, elle a retiré la pâte, elle est venue à environ de 21h. Elle m'a donné, on a duré. Eux servaient les clients quand j'étais assis là. Eux ont servi. À partir presque de 23h, le marché s'est arrêté. Eux deux maintenant, eux étaient là en train de dormir. Vers 23h30, maintenant, un client est quitté là-bas et dit, mamie, il faut envoyer les enfants à la maison dormir. Je les ai réveillés, les 2 grandes, que maman, il faut que vous partez à la maison dormir parce que dans bientôt, d'ici 1h, la pluie va commencer. Celle de 15 ans s'est levée et quand j'ai réveillé celle de 12 ans, elle a commencé à pleurer. Il a dit que maman, nous sommes dans un mauvais carrefour, nous sommes dans un grand carrefour. Il faut que tu pars dormir pour qu'à partir de 1h, la pluie doit vous mouiller. Elle a commencé à pleurer. Que maman, j'ai faim. Il a dit que oui, il n'y a pas de problème. J'ai retiré une pièce de 500 avec une pièce de 100 francs, ça faisait 600. Qu'elle n'a pas payé le pain de 300. Elles arrivent à la maison comme je vends avec l'avocat. Ils prennent avec l'avocat pour manger. Quand la grande de 15 ans est partie acheter le pain, elle est rentrée. J'ai réveillé sa petite soeur, elle dormait. J'ai dit que maman, il faut que vous partez. Il y a la moto qui nous accompagne à la maison. Elle a dit, maman, je veux la pâte. J'ai pris 2 pâtes, je les ai données. Le mets de pâte d'arachide. Les mets de pâte d'arachide. Elle est maintenant descendue et prend de la moto. Le Benskino est arrivé et dit que mamie Niam, c'est comment? Il dit que tes petites soeurs dorment. Il faut que tu les laisses à la maison. Ils sont quittés à environ de 23h30 minuit parce que les bus voyageaient déjà de l'ouest. 1h du temps plus tard, ma voisine, qui travaille aussi dans la nuit, que je l'ai pris comme une petite soeur, elle vient avec la moto. Elle dit Mamani, tu fais quoi là-bas? La maison s'est tout brûlée avec les enfants dedans. Il y avait des clients. J'ai tout abandonné, tout. J'ai pris la couche, j'ai pris la moto. Avec tous les gars de Dakar, on est descendu à la maison. Arrivé, ma maman adoptive que je l'ai pris, je suis arrivée à Brazzaville. Je l'ai pris comme ma propre mère. Elle était là en train de crier que Brigitte, tous les enfants sont morts, tous les enfants sont morts. J'ai demandé les gars qui éteignaient le feu. Il dit que papa, oui, mes enfants. Il dit, mais la voisine a dit qu'on a déjà sauvé tous les enfants. J'ai appelé le nom. Merveille, Ange, Prisca, Prince, Dieudonné, Émile. Je ne comprends personne. Bien après maintenant, j'ai dit chez les gars que mais il y a mes enfants. Il dit que non, madame. Ta voisine a dit qu'on a déjà sauvé les enfants tant que ma mère était là en train de crier. Maintenant, quand on a versé l'eau jusqu'à les flammes, c'est tout éteint. C'est du coup le Benskino quitte, il tire la planche. Il voit que les enfants sont partis, eux tous, à côté de la porte. Eux étaient couchés là. Elle avait porté les jumeaux. Eux étaient ici et tous les restes de ses soeurs et de ses frères étaient couchés sur elle. C'est du coup que j'ai chuté. On m'a amené à Tegal. Quand on est arrivé même à Tegal, on a dit qu'on va me placer la perfusion. J'ai dit que non. Si vous me placez la perfusion, je risque de partir. Laissez-moi un peu. Moi, je me déshabillais seule. Elle, ma voisine, elle m'arrête. J'ai dit que non, je ne dois plus. Les infirmiers disent que maman, que laissez-la. Un infirmier est quitté, il dit que non, laissez-la, ne l'arrêtez plus. Si elle refuse, comprenez ce qu'elle dit. C'est bien après, vers 7 heures, ça a un peu baissé ce que ça me dérangeait, mais je faisais comme j'étais tourmentée parce que je retirais les habits. Moi, je ne comprenais plus encore rien. Parce que je voyais, quand je me tournais, je voyais que mes enfants là. Quand j'appelle, personne n'accepte.
Bon, c'est bien après que, quand ça a un peu baissé, on m'a amené, ma maman, mère adoptive, depuis que je suis arrivée à Brazzaville, elle a dit qu'elle est passée et dit chez ma soeur, ma voisine, que j'ai appris qu'une petite soeur, elle a dit si ça baisse un peu, pardon, si elle peut monter sur la moto, vous la ramenez à la maison. C'est quand je suis arrivée là, j'ai demandé qu'il y ait. On me dit que la voisine, on a arrêté la voisine. Les gars de Dakar ont arrêté la voisine. Il a demandé qu'il y ait. Comment fait-il? Le feu peut commencer. Vous disiez qu'on sauve les enfants et on sauve des choses. Et dans lequel tu ne nous dis pas qu'il y a les enfants là-bas dedans. C'est bien après qu'eux me disent que la voisine a dit que... Elle a d'abord dit que, comme c'était un anglophone, qu'elle ne comprend pas le français. Parce que c'était dans une grande maison presque de 6 chambres. C'était que les chambres. C'est ma voisine là qui était par derrière. Elle a dit qu'elle n'a pas dit qu'il y avait des enfants parce qu'on ne se parle pas. On m'a demandé que est-ce que vous avez déjà discuté avec elle? J'ai dit que non. Elle venait même d'arriver. Bon, je ne sais pas. C'est pour ça, quand on m'a posé les questions, j'ai dit chez la radio Equinon, le jour qu'il est arrivé, on le demande si on a déjà un jour discuté. D'accord. Selon les informations que nous avons pu avoir en notre possession, votre voisine a été interpellée. Elle est déférée à la prison centrale de Nouvelle. Est-ce qu'il est avéré aujourd'hui que c'est elle qui a mis le feu à la maison? Ce que je peux vous dire, moi, je n'en sais rien parce qu'on m'a dit bien après que quand on l'a menacée, elle a accepté que c'est elle qui a versé le carburant et mettre la clé sur la porte et lancer le feu. Bon, je n'en sais rien. Moi, quand j'ai compris le cadenas, j'ai dit que le cadenas qui donne ou sur la porte, tant que mes 2 derniers enfants sont quittés en route, à environ de 23h30 minuit, parce que les bus partaient, bon, ça m'a beaucoup dérangé, je n'en sais rien. C'est Dieu ce qui connaît. Les enfants ne pouvaient pas se retrouver à l'intérieur de la maison et avoir eux-mêmes mis le cadenas à l'extérieur. Ça veut dire que quelqu'un a fait ça pour eux. C'est donc une histoire vraiment rocambolesque qui est soumise à votre appréciation ce soir. C'est toute une famille qui a été décimée dans cet incendie. Et Brigitte, ce soir, se trouve au rond-point Brazzaville où elle est en train de chercher justement de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Seulement pendant qu'elle est sur son lieu de commerce, celle qu'elle appelle sa mère adoptive est déjà sur place. Vous appelez également Brigitte, Madame Choumi Brigitte. Comment est-ce que vous avez appris que la maison de votre fille adoptive, comme elle aime se faire appeler ainsi, était en feu? Je suis restée en route. Ma voisine qui vend derrière moi. J'ai emballé moi-même derrière pour rentrer. C'est ma voisine qui est venue à côté de moi. Mais Zabri, tu as même vu le feu. Et maman, le feu, c'est par où? Elle m'a montré là où le feu sort. C'est là où je descends. Je dis que, à peu près à 5 mètres, je commande à crier que, hey, c'est la maison de ma fille qui est en train de brûler comme ça. J'ai commencé à pleurer. Oh, Brigitte, avec les enfants de Dongo. Les enfants sont dedans, les enfants sont dedans. J'ai crié, je descends. J'ai dit qu'il y a les enfants dedans. Les gars ont dit que non, il n'y a plus les enfants dedans. La mère a dit qu'il n'y a personne. J'ai dit que non, il y a les enfants dedans. Ce sont mes enfants. Ils m'ont tiré comme, allez me montrer là où on a aligné les autres enfants. J'ai dit que non, mes enfants ne sont pas. Ça, c'est les enfants de Nordistes. Les enfants de Bamileke au feu. Je vous dis que ce sont mes enfants. On a commencé à crier, 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 crier. C'est là où Mbenskine est entré maintenant. On dit ouais. Depuis, on fait que dire à la mère qu'il n'y a plus les enfants. Elle dit qu'il y a les enfants dedans. C'est là où elle est entrée maintenant. Sortie dit seulement que
C'est que la mère sépare les vrais. Voilà 6 cordes dedans. Voilà, ma fille est tombée seulement. Nous, on est monté sur elle, l'arrêter. Tout ce qui s'est passé, même à l'heure qu'on a emballé les enfants, nous, on ne comprenait plus parce qu'on l'a arrêté. D'accord. On l'a arrêté au moins 2 jours et demi. On n'a même pas bu l'eau, ni mangé, nous-mêmes. Même comme on la garde toujours. Quand elle se lève, elle fuit seulement pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire la nature des relations qui existaient entre cette voisine et votre fille? Vous alliez régulièrement rendre visite à votre fille? Comment c'était? C'est une femme, elle venait d'arriver même dans la cité. Actuellement, même si elle se tient devant moi, maintenant, elle ne la connaît pas moi. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette cruauté de sa part, puisqu'elle a avoué avoir mis le carburant et puis allumé le feu à la maison? Quelles étaient ses intentions, selon vous? C'est elle qui aurait mis le cadenas sur la porte. Ma fille ne ferme jamais parce que quand tu arrives, tu pousses seulement la porte. Parce que les enfants dorment. Quand moi-même je venais crier, les gars ont dit que non, on a regardé, il y avait la clé sur la porte. Je demandais d'où vient la clé sur la porte. Quand les grands enfants sont venus à 23 h se coucher, qui alors fermé? La mère n'était même pas encore. C'est quand le feu a commencé qu'on est parti amener la maman. La maman est venue. Alors, Brigitte Madié, comment est-ce que vous faites désormais pour tenir sans vos enfants? Une maman, c'est une maman à travers ses enfants. Vous aviez des petites habitudes avec vos enfants. Vous nous avez parlé tout à l'heure du commerce que vous faisiez avec vos enfants. La rentrée, c'était ce lundi. Vous auriez en principe pris le chemin de l'école pour accompagner vos enfants à l'école. Comment vous faites pour tenir sans eux? Comment est le quotidien pour vous? L'année qui est passée, les enfants étaient à Babsan. La mère les a pris parce que dans lequel le marché était un peu très dur, très difficile pour moi. J'ai vu que je ne pouvais pas le perdre une année. Ma mère, mon père a pris les enfants. J'étais là seulement avec les jumeaux. Qui avaient 3 ans et 8 mois. Qui avaient 3 ans, 8 mois. Bon, quand je partais en route, je pars avec eux. J'arrive maintenant quand eux dorment. Je viens maintenant aux avions de 22 h. Je viens, je les laisse dedans. Je couvre la porte. Avant, si en quittant, ma voisine là, qu'elle a pris comme ma petite soeur, si elle est encore là, je dois la laisser les enfants. Par derrière, comme elle quitte aussi à environ de 20 h, comme elle travaille dans la nuit, les enfants vont passer une nuit là-bas. Le jour qu'elle n'est pas là, je monte avec les enfants. À 22 h, je rentre leur laisser. Et quand déjà presque minuit sonne, il faut que je retourne regarder les enfants. Parce que ma maman m'a toujours dit, ce n'est pas bien de laisser les enfants dedans et mettre la clé sur la porte. Bon, c'est le temps que j'ai pris les enfants en congé. Que bien après maintenant, il fallait que je fasse le marché. Je rentre à certaines par heure. Eux s'avancent d'abord. En attendant que vous rentriez les retrouver. Voilà, le temps que je monte maintenant les retrouver à partir, il y avait souvent que nous rentrons à 3 h ensemble. Alors, pourquoi vous faites tout ça toute seule? Où est le père de ces enfants? L'année passée, comme j'ai envoyé les enfants, depuis qu'il m'a même abandonné les enfants, parce qu'on dit, quand tu te sépares avec un homme, les enfants ne peuvent pas se séparer. Au début, quand je me suis séparée avec lui, moi, j'étais avec un ami. Bien après, il voulait un peu maltraiter mes enfants. Moi, je lui ai fait partie. C'est quand je lui ai fait partie que j'ai constaté que j'étais enceinte. Comme ma mère m'a toujours dit à mon père, si tu portes la grossesse, s'il n'y a personne derrière. Et c'est là que vous avez constaté que vous étiez enceinte des jumeaux? C'est là où j'ai constaté que j'étais enceinte des jumeaux.
Oui. Bon, je préférais supporter. Même à cette maman adoptive, je ne l'ai même pas dit, je ne l'ai même pas dit. Elle a seulement vu le ventre. Elle se plaignait. Moi, j'ai dit que maman, je ne pouvais pas te dire, c'est bien beau, j'ai mal fait, mais je préfère supporter ma peine. Est-ce que les papas de ces enfants ont refait surface depuis qu'ils ont appris le drame qui a frappé la famille? Est-ce que vous avez des nouvelles, des coups de fil, le soutien de la famille, des papas de vos enfants? Non, non. Personne parmi eux. Surtout de mes premiers enfants. Ils m'avaient abandonné complètement, même quand les enfants appelaient même. Souvent quand on appelle, ils disent, vous m'appelez pourquoi? L'année que j'ai renvoyé les enfants même au village, parce que mes jumeaux étaient encore bébés. Je lui ai appelé, j'ai dit qu'à l'heure-ci, mes jumeaux, c'est moi. Pardon, il faut que l'année-ci, tu m'aides à inscrire les enfants à l'école. Il a bien accepté. Bien après, quand l'école a commencé, quand les enfants sont partis là-bas, il a demandé chez les enfants que vous venez chez moi faire quoi? Il est dans la ville de Douala? Oui, il est dans la ville de Douala. L'année-là, comme c'était déjà la rentrée, j'ai préféré d'aller à l'école publique, Nilong. Je les ai inscrits là-bas. Il y a ma deuxième fille qui a dit que maman, tu ne m'inscris pas. C'est papa qui va m'inscrire. Elle dit que bon, comme tu refuses, il faut que les 3 autres partent à l'école. Ma mère est même venue se plaindre. Elle dit, comme l'école avait déjà commencé, je ne voulais pas que l'année-là, les enfants ratent l'école. Bon, ça c'est deuxième année-ci là, comme l'école a commencé là, que les enfants étaient à l'ouest. Et quand ils ont fini, eux étaient même à l'ouest. Ils n'étaient là que pour les vacances de fin d'année. Eux ont fréquenté là-bas, je les ai pris pour les vacances. C'est l'année prochaine que je voulais que leur père m'aide. Je lui ai appelé, j'ai dit que quand tu te sépares avec une femme, tu ne dois pas te séparer avec des enfants. Pardon, aide-moi l'année-ci à leur inscrire. L'enfant, l'école de l'enfant d'abord est très important. Tu peux les inscrire, moi je leur fais à manger, je ne te demande rien. Il a bien accepté vers la fin. Vous êtes sur le plateau de Regard Social ce soir parce que vous avez des difficultés et on peut le comprendre. Vous avez tout perdu dans cet incendie. Le jour où vous apprenez que la maison est en feu, vous abandonnez votre marchandise en route pour vous rendre à la maison. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne vivez qu'au crochet des membres de votre famille. Vous êtes là parce que vous voulez implorer les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous attendez exactement des donateurs de Regard Social? Je m'attends à un retardataire du journal social que, pardon, eux puissent m'aider pour le corps de mes enfants parce que je n'ai pas de famille à Douala. Mon père, c'est un pauvre charpentier. Ma mère, c'est une cultivatrice. Si eux peuvent m'aider, au moins, à retirer le corps, habiller le corps et retirer. Et aller au village, du que je suis née, les enterrer là-bas et me soutenir pour que je parvienne à chercher une place pour habiter et pour parvenir à m'aider pour que je puisse élever les Engla qui est resté. Parce que justement ce jour, par chance ou par malchance, votre première fille n'est pas à la maison. Elle n'était pas là. Et c'est ce qui lui sauve la vie à elle. Sinon, vous aurez perdu 7 enfants, dans cet incendie. Alors, sur ce plateau, nous avons également le papa de Madi et Brigitte. Elle a dit que son père est un pauvre charpentier. Il a fait le déplacement de l'Ouest pour venir dans la ville de Douala afin de soutenir son enfant qui traversait des moments vraiment difficiles. Papa Jean-Paul Takoukam est sur ce plateau. Bonsoir papa, bienvenue. Bonsoir. Alors, il faut dire que quand vous avez appris la nouvelle du décès de vos petits-fils, vous vous êtes immédiatement précipité dans la ville de Douala et vous avez trouvé votre fille totalement abattue. Oui. Dans la nuit de mercredi, à 2h la nuit, mon téléphone a sonné. J'ai dit, ouais, mon téléphone ne sonne jamais. Qui m'appelle
contre-temps comme ça là. Quelqu'un m'appelle à cette heure ici là. Le dehors n'est pas bien, on m'appelle à ce temps, pourquoi? Je dis que, je demande, allô? La personne commence à parler. Je dis, je ne comprends pas. Ma femme arrache le téléphone. Que toi, tu es comme ça là, quand on te parle, tu ne comprends pas. Et tu ne peux même pas dire qu'on t'aide à comprendre et te dire. Elle demande, allô? La personne dit oui. Elle dit que quoi? Il dit que l'enfant de Vigie, ils sont tous morts. Tous ces 6 enfants. Jusqu'à qu'il n'y a même plus rien. Puis elle est là comme ça là. Je demande, mais par quoi? Il dit, par incendie. Je dis, mais qui a allumé le feu sur la maison? Il dit, on a trouvé comme ça là. Je dis, ouais. Le matin à 5 heures, je sors. Je prends la voiture de Douala ici. J'arrive ici à Douala à 2 heures du jour. Je pars là-bas, je vois comment sa chambre même a brûlé. Mais ça a brûlé pas en tant que tel. Ça a brûlé pas en tant que tel. On avait l'impression sur les images qui ont été diffusées sur Equinox Télévision, Bon. et d'ailleurs vous allez les revoir ces images, on avait l'impression que le feu avait ciblé certains endroits Oui. de la chambre. Bon. Comme ça, je demande que, mais où sont les corps? On me dit que PG est venu porter les corps pour aller laisser à la morgue. Je demande que, mais, et comme ça là, on va faire comment? Bon, son gars, son mari qui dit là. Le papa des jumeaux ou le papa des premiers enfants? Papa des premiers enfants. Je le vois. Je dis, mais qui es-tu? Il dit, c'est moi le mari de ta fille, non? Je dis, mais toi, le feu ici a fait comment? Il me dit qu'il n'était pas là. Je dis, mais tu étais où, non? Il me dit qu'il était à Idia. On lui a appelé avant de lui dire que les enfants sont morts. Je dis, mais on t'a appelé que tu étais où? Ici, j'étais à Idia. Il dit, tu étais à Idia pour faire quoi? Bon, qui t'a appelé? Il dit, c'est le policier qui m'a appelé. Il m'a même laissé son numéro. Je dis, mais depuis le matin, depuis 2 heures, tu es parti voir le policier qui t'a appelé. Il dit non. Je dis, donc depuis 2 heures, tu n'es pas allé? Il dit oui. Je dis, mais pourquoi? Je dis, bon, d'accord. D'accord. Quand vous arrivez dans la ville, vous comprenez très vite que votre fille ne peut pas faire toutes les démarches administratives qu'il y a à faire déjà pour obtenir les pièces nécessaires pour récupérer les corps des enfants. Et c'est comme ça que vous vous lancez dans ces démarches. Vous allez voir notamment le commissaire? Oui, je suis parti directement. J'ai vu l'enquêteur. Bon, l'enquêteur m'a demandé que, mais les enfants là, ce qui est à toi. J'ai dit non, ce sont mes petits-fils. Leur maman, c'est mon enfant. Il dit, mais où sont leurs papas? J'ai dit, mais leur papa était là, je ne sais même plus là où il est. En voyant, il vient. L'enquêteur lui demande, mais que c'est toi le père des enfants qui est brûlé dans la maison là? Il dit oui. Il lui demande que, mais depuis 1 heure que je t'ai appelé là, c'est maintenant que tu viens. Bon, si le père ici ne venait pas, tu devais faire comment? Il a regardé le haut comme ça. Là. Bon, l'enquêteur là, il dit à un autre qu'il faut l'entendre. Bon, oui, ils avaient dit que quoi, oui, ils avaient dit que quoi. Vous n'étiez pas au courant. Je n'étais pas au courant. Mais toujours est-il que vous avez réussi à avoir le procès verbal de main levée de réquisition. Ça veut dire qu'on vous a remis de façon légale les corps des enfants. Vous avez la possibilité de les retirer à la morgue de Tergal pour aller les enterrer dans votre village. Et sur les certificats de gens de mort, la cause du décès, alors c'est effroyable,
des enfants ont été brûlés au 4e degré et c'est de là qu'ils sont morts. Oui. C'est quelque chose de vraiment horrible quand on essaie d'imaginer la profondeur des plaies. Aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez besoin d'aide. Oui, du corps. Oui. Avec le procès verbal de main de levée de réquisition qui vous a été remis, vous pouvez déjà avoir les corps de vos enfants pour aller les enterrer. Ouais. Vous nous expliquiez avoir écrit au maire de la ville. Ouais. Pourquoi exactement? Bon, comme ça, là, j'ai écrit au maire de la ville que, pardon, qui m'aide avec les séquelles. Papa, vous allez regarder la caméra qui est en face de vous. La caméra, là, la fixée parce que les personnes qui vous regardent à la maison vous regardent à travers cette caméra. Ouais. Donc oui, parlez en regardant la caméra, s'il vous plaît. Bon, c'est ça maintenant. J'ai écrit chez le maire de la ville que, pardon, qui m'aide le transport des séquelles pour m'accompagner au village. Puisque moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Vous avez besoin que les enfants soient vêtus, Oui. qu'ils soient mis dans des cercueils et surtout qu'on puisse vous aider à transporter les cercueils pour le village, pour l'Ouest Cameroun, là où vous allez les mettre en terre. Ah oui. Et c'est quelque chose de totalement difficile pour la famille qui est une famille dépourvue de moyens financiers. Et là, on s'adresse aux donateurs de Regard Social. Vous qui avez la main sur le cœur, vous qui êtes prompte à faire des problèmes du voisin ou bien des personnes que vous ne connaissez pas, votre problème personnel, voici un cas qui nécessite votre attention. Il est question pour cette famille, dans un premier temps, de mettre décemment ses enfants en terre. Mais ensuite, il faudra se charger du suivi de la maman de ses enfants qui, jusqu'à présent, n'a pas reçu de consultation ou bien d'entretien avec un psychologue pour essayer de la rassurer, elle qui passe par des moments vraiment difficiles. Elle a certes l'appui de son entourage, mais l'entourage n'est pas fait de spécialistes. Elle a donc besoin de refaire sa vie. Elle a besoin de se trouver un logement, si possible avoir un autre fonds de commerce pour pouvoir donc recommencer sa vie parce qu'elle a encore un enfant à élever. Il n'est pas question pour elle de baisser les bras. Vous avez donc suivi cette actualité sur les antennes d'Equinox Télévision au journal de 20h de Cédric Noufélé, mais peut-être que vous ne vous souvenez pas exactement de quoi il s'agit, ou alors peut-être avez-vous manqué cette édition de l'information sur la télévision Equinox. L'équipe, la grosse équipe de Regard Social s'est rendue dans la famille de Madi et Brigitte pour vous ramener toutes ces images qui vous aideront à mieux comprendre ce qui s'est passé cette fameuse nuit. L'Afrique subsaharienne compte la plus grande proportion de la population urbaine vivant dans des bidonvilles selon le rapport publié par ONU Habitat. Les résidents de ces zones sont pour la plupart des indigents qui ne demandent qu'à mener une vie paisible, quel que soit le cadre, l'espace dans lequel ces familles sont installées. Nous sommes à Douala, dans le 3e arrondissement, au lieu-dit Brazzaville, quartier populeux qui héberge la classe prolétaire de la société. Jadis, dans cette maison, en matériaux provisoires, vivaient en colocation des familles. Brigitte et ses 6 enfants en faisaient partie jusqu'au jour où tout a basculé dans sa vie. Tout est parti d'un incendie dans lequel Brigitte a littéralement tout perdu, jusqu'à ses 6 enfants. Retour sur le film de cette lugubre soirée. 2 semaines après le drame. Calcinée, cette femme à la limite de la démence invoque les noms de ses enfants disparus dans un tragique incendie. C'est donné. Émile. Ange. Merveille. Puisca. Dieu. Dieu fait ressusciter mes enfants. Avec sa grande sœur, arrivé maintenant, eux ont duré.
Après, je vois sa grande soeur quitter là-bas avec sa petite soeur dire. Ma mère dit, Brigitte, j'ai dit qu'il n'y a pas les enfants. On m'a montré les enfants des tout pourris là-bas dedans, là-bas dehors. J'ai dit que les enfants des Bamileke sont encore là-bas dedans. On m'a dit non. J'ai appelé. C'est quand on a éteint le feu jusqu'à tous les flammes. Et fini. On tire la planche, on voit mes enfants s'adosser là, tout brûlé. Tout, j'ai chuté presque 3 fois. Les gars m'ont dit que non, on a d'arrêter les enfants. J'ai dit que non, les enfants sont dedans. L'autre m'a dit, viens voir là où on a aligné les enfants. Je suis partie regarder. J'ai dit que non, ça c'est les enfants de Nordis, les enfants de Bamileke au feu. Ce sont mes enfants, ils sont au feu. Quand vous dites qu'on a retiré les enfants, je ne les vois pas, ils sont alors où? L'autre gars m'a dit que la mère, si nous a dit que qu'on sauve seulement ces choses, qu'il n'y a plus les enfants dedans. Et nous-mêmes, on a regardé, il y avait une chambre là, il y avait une cadenas sous ça. Et elle nous a confirmé qu'il n'y a personne. C'est là où j'ai dit que non, les enfants sont dedans. Quand j'ai pleuré, à peu près même 10 minutes comme ça, mais c'est l'autre gars qui a dit, mais qu'est-ce que la mère s'est en train de parler toujours, qu'il pleure toujours que les enfants. Il a pris la torche maintenant, comme il n'y avait pas la lumière, il est entré dedans maintenant, qu'on était là. Il a regardé, un bensiné, soulevé maintenant, il a dit, ouais, sorti dehors, dit que la mère a dit la vérité, voilà 6 corps dedans. Selon certains témoins, sa voisine, avec laquelle elle n'avait aucune relation conflictuelle, aurait caché la présence de la progéniture de Brigitte pendant l'opération de secours. La thèse d'une main criminelle sur cet infanticide est évoquée, avec pour principal suspecte la voisine en question. J'ai dit que les enfants sont dedans. Le gars a dit que non, on a d'arrêter les enfants. La maman a dit que les enfants, qu'on les a arrêter ces choses, il n'y a plus les enfants. Quand j'ai parlé, l'autre gars a vu les enfants dedans maintenant. Là. Ils sont rentrés maintenant chez la mère. Lui, j'ai fait une temps. Tu nous as dit qu'il n'y avait plus les enfants. Oui, on était avec les autres voisines que quand elle rentre du marché parce qu'elle sortait tôt pour aller au marché. Elle n'a pas le temps de quelqu'un. Il y avait 2 femmes là. Ce sont les anglophones. Elle ne nous disait jamais bonjour. Elle et moi. On n'avait pas de problème avec eux. On n'a jamais clairé avec eux. Les gars qui ont éteint le feu, ils ont arrêté la voisine. Eux m'ont dit, ils ont dit que la voisine a dit qu'elle n'a pas dit qu'il y avait les enfants parce qu'on ne se parle pas. Et la police les a pris. Il a dit là-bas en haut. C'est elle qui a mis le feu, qui a mis le cadenas sur la porte et versé le carburant. Depuis ce triste incident, Brigitte présente des signes d'un traumatisme perceptible par son comportement. Mon prince a 7 ans. Papa m'a pas abandonné, il avait un an avec moi. Mon prince a 7 ans. Mais j'ai mort à 3 ans. Papa, je peux le voir. Ah oui, c'est ma pauvre maman. Quand j'ai manqué quelque chose, elle me donne. Ça, c'est ma part de maman, mon devant derrière. Ma pauvre maman, si. Elle s'est arrivée ici après, ça fait me accoucher derrière elle. Papa, pardon, oriente-nous. Moi, avec ma mère. Opa, je le vois seulement. Pardon, je ne dois plus faire les bruits. Pardon. Elle essaye de comprendre tout comme nous ce qui peut motiver une telle cruauté chez le bourreau de ses enfants. Elle a fini par être recueillie par cette dame qui l'a adoptée dans son cœur et dans sa maison comme sa propre fille. Pour Brigitte, cette femme est une oreille attentive à ses peines et une épaule pour la consoler. Brigitte est au bord de la dépression. Dévastée par les événements, elle recherche auprès de nous une once d'humanisme traduite par l'altruisme afin de lui venir en aide. Puisque
Émile, Dieu donné. Papa a accepté alors. Accepté. Accepté. Ouais, mes enfants. Dieu, j'ai fait quoi? Dieu, j'ai fait quoi avant que tous mes enfants s'ébulent? Dieu, j'ai fait quoi avant que tous mes enfants s'ébulent? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi, Seigneur? Dieu! Moi et Stéphane, on n'a jamais discuté. Je n'ai personne à toi là. On m'avait abandonné depuis 7 ans avec mes enfants. Dieu, j'ai fait quoi? Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, j'ai fait quoi pour tous mes enfants? J'ai fait quoi, Seigneur? Dieu, j'ai fait quoi? Dieu, j'ai fait quoi? J'ai donné. Émile, Ange, Merveille, Prisca, j'ai donné. Dieu, Dieu, Dieu fait ressusciter mes enfants. C'est donc, mesdames et messieurs, une émission particulièrement difficile. Vous avez pu vous rendre compte de vous-même comment Brigitte est touchée, elle qui a perdu ses 6 enfants d'un seul coup dans cet incendie et qui a besoin de vous désormais. Besoin de vous pour pouvoir mettre en terre ses enfants de façon décente. Vous avez écouté son papa sur le plateau de Regard Social qui vous expliquait les démarches qui ont été entreprises par lui-même auprès de la mairie de la ville de Douala pour inciter le maire Roger Bassandine à mettre à sa disposition des cercueils pour ses petits-fils, à mettre à sa disposition des corbillards qui pourraient l'aider à transporter les corps de ses petits-fils pour l'Ouest Cameroun afin de les mettre en terre. C'est une situation compliquée pour cette famille qui a besoin de vous, qui a besoin de vos contributions. Vous êtes habitués à l'émission Regard Social, les numéros sont affichés au bas de votre petit écran. Il vous suffit de faire les transactions nécessaires pour ces différentes actions de la famille en vue de mettre ses enfants en terre de façon digne. Vous avez également l'habitude de venir en aide aux différents cas sociaux en vous rendant directement ici même à l'immeuble Equinox à Mobile Bonakwamouan. Vous avez la possibilité de le faire dès demain matin. Toutes les sommes sont acceptées. C'est le geste qui compte, a-t-on l'habitude de dire. On va donc se tourner vers les spécialistes qui ont accepté de faire le déplacement sur le plateau. Vous avez pu voir pendant le déroulement de l'émission notre psychologue qui essayait à sa façon de remonter Brigitte Madier alors qu'elle était en larmes devant la vidéo de sa maison calcinée. Nous avons invité ce soir Gilles Ndjomo, psychologue, sur le plateau de Regard Social. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de Equinox Télévision. Alors, on vous a vu très prompt à réagir pendant même que Brigitte était en train, on va dire, de perdre ses forces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, je ne sais pas si on peut l'appeler une stratégie, qu'est-ce que vous venez d'utiliser? Vous avez réussi à la calmer? Pendant que le documentaire passait, on se demandait comment on allait continuer cette émission, mais vous avez réussi à la calmer. Comment ça s'appelle, ce que vous faisiez?
Bon, avant de commencer, c'est une technique qui est réservée aux professionnels. Donc, il est strictement interdit de reproduire ça à la maison. D'accord. Donc, c'est important de maîtriser la technique et les éléments sous-jacents pour pouvoir gérer les abréactions qu'on pourrait avoir lorsqu'on l'applique. C'est une technique qui est issue d'une thérapie EMDR, qui signifie Eye Movement Desensitization Reprocessing. En fait, c'est une thérapie qui aide le cerveau, si on peut dire, pour faire simple, à digérer des événements difficiles à intégrer. Donc, quand un événement est tellement choquant, tellement fort, au point où ça perturbe, alors avec cette technique, ça aide un peu le cerveau, si on peut dire, à broyer progressivement et à rendre les éléments de cet événement-là un peu plus digestes ou de moins en moins difficiles. Donc, ça, c'est l'une des techniques qui est appliquée, mais comme je dis, c'est une technique qui est réservée vraiment aux professionnels. Donc, ne faites pas ça chez vous. Ok. Alors, vous avez suivi l'histoire choquante, tragique de cette famille, cette dame qui a besoin d'assistance. On tient à préciser que depuis que ce drame est arrivé dans sa famille, elle n'a pas rencontré de spécialiste. Elle a des oreilles des membres de la famille, des épaules sur lesquelles pleurer. Mais une technique comme celle-là, on ne l'avait pas encore utilisée sur elle, par exemple. Et c'est quelqu'un qui est au bout du rouleau. Quel est le type d'accompagnement qu'on peut lui offrir pour l'aider à tenir le coup? Avant peut-être de parler du type d'accompagnement, je vais un peu présenter brièvement quelle est la situation. En fait, elle est dans un processus de deuil. Elle a perdu des êtres chers. Et de manière générale, le deuil est un processus normal. Bon, maintenant, il y a des facteurs de risque ou des circonstances qui peuvent soit compliquer le processus de deuil, soit le rendre pathologique au niveau psychologique. Et dans son cas, justement, il y a plusieurs de ces facteurs qui sont réunis, notamment le fait d'avoir perdu des personnes très proches, ses enfants, le fait qu'ils soient plusieurs, et même les conditions dans lesquelles le drame s'est passé sont justement des facteurs qui sont susceptibles de rendre ce processus qui est considéré comme normal, de le rendre plutôt compliqué ou éventuellement pathologique. Et plusieurs des comportements et des attitudes qui ont été évoquées, notamment, j'ai entendu plusieurs attitudes qui ont été évoquées tout à l'heure, là concernant sur comment elle s'est comportée, comment elle a réagi dans différentes situations. Donc, ça aide justement, ça donne des indices sur le fait que le deuil, justement, est à risque de ne pas se passer comme on l'attend. Et donc, ça nécessite un certain accompagnement pour pouvoir, à titre préventif, accompagner ce processus et favoriser son déroulement normal, donc pour qu'elle puisse arriver à terme. Parce que si on suit les étapes du deuil, on va du déni avec des émotions fortes, de la colère et autres. Après, on va avec la résignation, l'acceptation et progressivement, on va vers la reconstruction. D'accord. Elle est à quelle étape en ce moment? Bon, là, nous sommes, en fait, déjà, ce n'est pas des étapes qui sont, on peut dire, linéaires, il peut y avoir des va-et-vient. Mais maintenant, on peut dire qu'elle est beaucoup plus encore au niveau du déni et du choc. Et de temps en temps, comme je dis, il y a la détresse et tout, mais bon, c'est vraiment au moment où elle est encore vraiment au début du processus. Oui. Et il y a des facteurs qui peuvent justement compliquer, c'est justement dans ces deux moments, c'est-à-dire au moment du déni et au moment de la détresse émotionnelle. C'est à ces moments-là justement qu'il y a des risques que le deuil se complique ou que le deuil devienne pathologique. D'accord. Alors, elle a une phrase qu'elle répète en boucle. Elle la répétait d'ailleurs pendant que vous étiez en train, on va utiliser l'expression la remontée. Je ne sais pas si elle est vraiment adaptée à la situation. Elle demande à Dieu de ressusciter ses enfants. Elle a martelé cette phrase plusieurs fois. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Dieu ressuscite mes enfants. Est-ce que ce n'est pas des phrases qui attirent l'attention, qui poussent à lui donner une attention particulière, un traitement particulier? Est-ce qu'elle doit suivre un clinicien? Est-ce qu'il est important qu'elle le fasse? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs de risque, de complications qui sont présents. Donc, à titre préventif, c'est très important et je dirais même indispensable et crucial qu'elle puisse bénéficier d'un certain accompagnement à ce niveau-là. Et pour revenir à ces phrases-là, justement, ce sont des éléments qui montrent encore qu'elle est vraiment encore dans l'entrée du processus. Elle est vraiment encore dans le déni.
Donc, je n'arrive pas à y croire, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Dieu, s'il te plaît, ressuscite mes enfants, je veux les voir vivants. Donc, ce n'est pas encore vraiment intégré, le processus. Peut-être de temps en temps, il y a des moments où c'est intégré et on bascule vers la colère ou la tristesse. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas un processus linéaire, mais normalement, le processus est censé, lorsqu'il se passe normalement, aboutir à une acceptation et une reconstruction. Maintenant, on n'y est pas encore. Et comme je disais, c'est important justement qu'elle puisse être accompagnée pendant ces premières phases-là pour pouvoir progressivement avancer vers les autres étapes du deuil. D'accord. Il faut préciser qu'elle n'est pas la seule à subir ces moments difficiles. On a pu le voir tout à l'heure, des images de sa première fille qui, elle également, appelle inlassablement les noms de ses frères. Est-ce que sa fille devrait avoir le même accompagnement qu'elle, ou alors il y a quelque chose de spécifique? J'imagine qu'elle doit se demander pourquoi est-ce qu'elle est restée en vie, pourquoi elle n'est pas partie avec ses frères, des questions qui fusent, qui peuvent totalement la déboussoler. Et effectivement, c'est vrai que là on parlait spécifiquement d'elle, mais je dirais que toute la famille, ou du moins tous les survivants de la maisonnée, ou du moins les proches au niveau affectif, sont justement à risque de vivre un deuil difficile, compliqué, éventuellement pathologique. Donc, l'accompagnement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est valable pour elle, et il est également indispensable que toutes ces personnes-là, tous ces proches-là puissent en bénéficier. D'accord. Nous avons également sur ce plateau le professeur Ngadifna, qui est un habitué du plateau d'ailleurs. On a souvent tendance à le considérer comme un consultant permanent de ce plateau, professeur qui a accepté d'être là ce soir où nous abordons un sujet particulièrement difficile qui touche la famille et donc qui touche forcément la société dans son entièreté. Professeur, vous avez suivi cette émission, hein, vous la vivez d'ailleurs cette émission depuis le début. J'aimerais bien avoir, vous qui êtes habitué à côtoyer ce genre de sujet particulièrement difficile, quelles sont les impressions que cette émission, bien le cas particulier que nous avons, suscite en vous? Je voudrais à l'entendre reconnaître qu'il y a des sujets pour lesquels on peut encore tenter quelques explications ou bien des liaisons logiques. Mais le thème que nous abordons aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas, un être humain ne peut pas trouver les mots justes pour consoler ce qui arrive à la dame. De savoir qu'on peut perdre un enfant, c'est encore du domaine de l'acceptable. On peut en perdre 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que les seuls mots de consolation ne peuvent pas se trouver dans une production livresque. Il n'y a que des références bibliques, peut-être dans les livres de Job, comme elle semblait déjà le dire, pour reprendre en somme dans le premier chapitre de Job, pour dire Dieu a donné, Dieu a repris, ou alors de reprendre les évangiles l'évangile selon Saint Jean dans son chapitre 1er pour dire l'Éternel a pris, l'Éternel a repris. Donc je crois que de mon point de vue, les consolations sont plutôt d'ordre de la religion, parce qu'effectivement, l'histoire de la création de la vie reste encore un mystère. Toutes les prouesses scientifiques jusqu'aujourd'hui, avec les évolutions, n'ont pas pu trouver une thérapie à la mort. Il n'y a que Dieu, en réalité, qui reprend. Parce que même la médecine n'a pas pu maintenir un être de manière éternelle. Donc, je crois que les mots de consolation pour cette mère qui n'a pas fait quelque chose de particulier, qui n'a pu trouver cette situation que lorsqu'elle se battait pour nourrir ses enfants, je crois qu'elle ne peut se remettre qu'à Dieu et se dire, en réalité, il aurait pu ne pas lui donner un enfant parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas connu la douleur de l'enfantement. Mais elle, au moins, a été mise dans une approche empirique d'avoir eu un enfant, d'avoir 2, d'avoir 6, d'apporter au moins la preuve de ce qu'elle peut procréer. Donc, je crois qu'elle ne peut se remettre qu'à son Dieu et dire que ce qu'il a fait, certes, c'est dur, c'est implacable, mais il n'y a qu'à lui qu'elle peut se remettre. Et il y a une autre leçon quand même qu'il faudrait tirer. Les enfants, les 2 derniers qui ont finalement trouvé la mort, avaient de la réticence à partir. Et je crois que c'est une leçon que chacun de nous doit comprendre, que quelquefois,
Dieu parle à travers la voix des enfants. Je crois qu'ils ont eu des signes prémonitoires de ce qui les attendait. De dire que non, nous voulons rester avec la maman. Nous voulons rester avec la maman. Maintenant, une autre cause, une mère comme celle-là qui a eu des enfants, elle ne les a pas eus par un esprit saint, mais il y a des hommes avec qui elle a eu, mais est obligée d'ignorer ce qui relève du jour, ce qui relève de la nuit, pour être à 2 heures, 3 heures dans le froid, dans les intempéries, parce qu'elle doit élever ses enfants. Je crois que c'est des grands signes que Dieu lui a donnés, peut-être pour ressusciter ses enfants, parce que chacun de nous, c'est un parcours sur terre. Elle doit se dire que Dieu a vu sa souffrance et ne voudrait pas que ses enfants en pâtissent longtemps. Je crois que c'est des enfants qui sont plutôt à côté de ce Dieu-là, qui lui-même lui a donné la vie et pouvait même lui en ôter la sienne. Donc je crois que c'est de se remettre à Dieu pour dire que tout ce qu'il fait est bon. Mais je ne trouve pas de mots humains pour la consoler, pour amener les enfants, je ne pense pas. Mais ça laisse quand même la question de la misère rampante, de l'indigence que nous vivons au quotidien et de l'insensibilité qui caractérise l'être humain. Comment un être qui a pu donner un enfant peut être insensible, ou alors une société normalement constituée devrait être insensible face à ce cas, et en mondiovision qu'on vienne plaider pour trouver une ambulance, pour trouver un cercueil. Je crois que la dimension humaine est à questionner dans ces cas qui sont quand même des cas atypiques qui devaient normalement avoir une constellation, une sollicitation tout azimut pour résoudre ce problème, mais on n'en serait pas 1 semaine, 2 semaines pour tendre la main. Je crois qu'il y a une honte à l'humanité qui est faite quand même sur le fait que nous soyons insensibles. D'accord. Autre chose qu'on aimerait relever avec vous, professeur, c'est le sujet des interactions sociales. On parle quand même d'une voisine qui, même si elle est nouvellement venue dans le camp, vit avec des autres personnes et réussit l'exploit de regarder les enfants de sa voisine mourir. Si on tient compte du fait qu'on n'a pas tous les éléments de l'enquête et qu'on ne saurait s'avancer sur la thèse d'un incendie criminel, mais toujours est-il que cette voisine savait que les enfants étaient enfermés dans la maison, mais a choisi délibérément de ne pas les sauver. Comment est-ce qu'on explique cela? Je crois toujours qu'il n'y a pas d'explication. L'homme restant à la mesure de toutes choses reste un être divers, ondoyant, capable de tout. Pour revenir encore à la Bible, je crois que c'est lui pour lequel, c'est lui que nous considérons comme un sauveur. Certains courants de la religion, je crois que Judas a vendu Jésus. Donc l'être humain est capable de tout. Mais j'ai dit un être humain phénotypiquement bien formé, génétiquement bien formé, ne peut pas pouvoir être insensible à un enfant, à deux enfants. Cet acte de pyromanie, je ne pense pas que c'est cette femme, bon, qui est suspecte pour le moment, comme vous dites, bon, peut-être la justice nous fixera sur ce qui est de la réalité, mais je dis qu'elle n'a pas le statut ou alors ne mérite pas d'être appelée femme, parce que même les animaux ne peuvent pas aller à autant de crimes, à autant de barbarie, à autant d'animalité. Donc je ne pense pas que ce soit une femme, je ne souhaite pas m'appesantir sur des cas aussi criminels, aussi scabreux. Donc ce n'est pas une femme, c'est certainement un démon que nous percevons peut-être comme femme. Et puis en plus, les éléments de langage sont là. Il n'y a pas eu d'antécédent. Et quand bien même il y aurait d'antécédent, pourquoi sacrifier la vie des innocents? Est-ce que celle-là a connu au moins pour une fois la douleur de l'enfantement pour savoir? Elle a 5 enfants. Elle a 5 enfants, donc je ne pense pas que ce soit un esprit humain qui puisse agir de la sorte. Donc donner la mort gratuitement à des innocents, à des naïfs, je ne pense pas que ce soit un être humain. D'accord. C'est vrai qu'on a 3 spécialistes sur ce plateau. Nous avons également Madame Ngonela, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, hein, parce qu'elle m'a rappelé la prononciation tout à l'heure, elle y tient fortement. Madame Ngonela Adel, qui est la déléguée du ministère de la promotion de la femme et de la famille pour le compte de la commune d'arrondissement de Douala, de la mairie d'arrondissement de Douala 2e. On n'est pas sur ce plateau pour polémiquer, je tiens encore à le rappeler. Elle est là et on va profiter, parce qu'elle est surtout là pour le 2e sujet qui nous intéresse, mais on va profiter pour avoir son cas en tant que femme, en tant que maman, mère de l'humanité, de devoir vivre autant de souffrances de la part d'un être humain. Bonsoir madame, bienvenue.
Bonsoir Madame Zahra. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. En tant que femme, comme vous le dites, nous sommes là pour pleurer. Pour pleurer avec cette femme qui est en deuil. Nous sommes là pour nous lamenter parce que ce n'est pas tous les jours que ça se passe comme ça. Ça rappelle plutôt un hécatombe. Nous sommes là pour partager la peine de Brigitte, car comme on le dit, la peine que l'on partage diminue. Et les femmes sont celles qui font ces événements, celles qui savent comment apaiser la douleur, comment accompagner. Donc nous sommes là aujourd'hui pour accompagner Brigitte. Il a soutenu ses larmes. Alors vous le dites avec beaucoup de peine, aucune femme ne saurait entendre parler de cette affaire, la vivre en direct sur ce plateau avec toutes les larmes qui ont été versées et rester de marbre. Quels sont les mots d'encouragement que vous pouvez donner à Brigitte ce soir pour qu'elle puisse, comme on le dit communément, maintenir son cœur fort, le conserver? Même les mots sont difficiles à trouver dans une situation pareille. Oui. Il y a des situations dans lesquelles les mots perdent leur sens. Je pense que dans ce cas précis, la présence, la forte présence du voisinage, de la famille, l'accompagnement que vous lui donnez déjà sont très appréciés. Et nous avons le souci que Brigitte ne se sente pas seule. En pareille circonstance, elle ne doit surtout pas se sentir seule. Il faut qu'elle soit accompagnée jusqu'à ce que, comme disait le psychologue, qu'elle fasse son deuil. Parce que ça, c'est des situations à vivre. La vie étant forte, chaque être humain a l'instinct de survie. Nous allons l'aider. Il est question de l'aider dans ce sens, afin qu'elle puisse retrouver la joie de revivre, ne serait-ce que pour l'enfant qui a été épargné pour elle-même. Mais la question qu'on se pose, c'est où est l'autre géniteur? Malheureusement, et ça, d'ailleurs, vous êtes là pour ça, ça pourrait rentrer dans le cadre des violences faites aux femmes. Une dame qui est obligée de s'occuper tout seule de ses enfants, alors que les enfants se font à deux, qui va faire son commerce jusque tard dans la nuit, alors qu'elle peut être soutenue par un homme qui aurait pu rester avec les enfants minimum pendant qu'elle était en train de faire le commerce, et cet homme aurait pu jouer son rôle de père pour protéger les enfants. Donc on en parlera, vous, Irène et moi, dans la seconde partie de ce programme. On va redonner la parole à notre psychologue. C'est vrai qu'il a déjà été très clair sur tous les mécanismes, sur la prise en charge même qu'il faut en ce moment même pour Brigitte. Mais maintenant que Brigitte se retrouve dans la position où elle doit demander de l'aide aux Camerounais, à ses concitoyens, elle n'a même pas l'assurance de pouvoir faire le deuil de ses enfants avec toute la décence que ses enfants méritent d'avoir. Comment est-ce que Brigitte, elle, du moins, je ne vous demande pas de nous expliquer l'état d'esprit dans lequel elle est, parce que ce sera un peu vous demander de rentrer dans sa tête en ce moment, mais est-ce que cette situation ne l'aide pas un peu plus à s'enfoncer dans les moments difficiles qu'elle est en train de rencontrer? Parce que quelqu'un qui a la possibilité financière de résoudre ses problèmes, mais qui a quand même les problèmes, est différent d'une personne qui a des problèmes et qui n'a pas d'argent. Concernant sa situation actuelle où elle est en train de demander l'aide, je vais d'abord reconnaître le fait que en fait, c'est important que sa douleur soit reconnue. Et le fait de lui offrir cet espace pour partager ça avec les Camerounais, ça peut contribuer effectivement
à l'aider à faire comme ressource pour faire face un peu mieux à cette situation-là. Et le fait aussi d'avoir autour d'elle des personnes qui la soutiennent, qui l'encouragent et qui l'accompagnent, notamment son papa qui l'aide dans les démarches, ce sont des ressources qui sont très importantes dans une situation comme celle-ci, pour l'aider justement à pouvoir avancer et qui peuvent contribuer justement à bien faire son deuil. Et pour continuer, c'est une invitation que je fais à d'autres proches qui, éventuellement, peut-être non pas, notamment le papa ou les papas des enfants, qui peut-être n'étaient pas présents pour l'accompagner dans l'éducation et dans la vie au quotidien avec ces enfants-là. C'est une invitation que je leur tends. Soit je les invite à être pour elles des soutiens, ou à défaut, s'ils ne veulent pas être des soutiens, c'est leur droit, ils peuvent bien, mais qu'ils ne soient pas en plus des fardeaux qui vont aggraver sa douleur et sa souffrance. Donc je leur demande, c'est une doléance. Donc si vous ne voulez pas être pour elles des personnes qui la soutiennent, au moins ne soyez pas des personnes qui aggravent et qui rendent son fardeau encore plus lourd. D'accord. Et maintenant, pour revenir au fait de demander de l'aide, je pense que c'est naturel que dans une situation difficile qu'on appelle à l'aide. Et bon, maintenant, à l'être humain d'être sensible aux Camerounais, aux proches et aux téléspectateurs, et d'être sensible et de pouvoir manifester leur soutien à Madame Brigitte. D'accord. Et on va donc s'arrêter là pour ce qui concerne le cas de notre sœur Madié Brigitte et vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous vous êtes régulièrement démarqués par vos différentes contributions qui ne sont plus approuvées sur le plateau de Regard Social. Si un seul Camerounais qui suit cette émission prend la résolution de mettre 1000 francs sur un compte à 100, 200, 500 000 Camerounais, je pense que Brigitte et ses enfants auront donc la possibilité de retourner du côté du village afin que le deuil se passe dans les meilleures conditions et que cela puisse permettre à Brigitte de revenir, pourquoi pas, sur la capitale économique afin de se chercher de nouveau et de s'occuper de sa fille restante. On va donc passer à la deuxième partie de ce programme qui concerne naturellement, vous le savez, le cas social. Et avant d'aborder ce cas social, juste vous dire pour ceux des téléspectateurs qui ne sont pas au courant que Regard Social est en deuil. Votre émission a donc perdu une invitée qui était présente sur ce plateau il y a quelques jours, quelques semaines. C'est d'ailleurs avec elle que nous avons fait le grand comeback de Regard Social avec la présentation de Kate Diarra Chelibo. Elle s'appelait Mirabel Lingom. Mirabel Lingom, du nom de cette jeune fille diffamée, du nom de cette jeune fille martyrisée, on va le dire, parce que les termes qu'il faut employer pour qualifier ce que cette fille a subi sont au-delà des mots qui sont qualifiés par l'être humain. Elle a donc été diffamée sur la toile, elle a été intimidée sur la toile par ses bourreaux, des personnes qui ont collé son image à une affaire de sextape en sachant pertinemment bien que ce n'était pas d'elle qu'il s'agissait dans cette image. Et donc vous vous souvenez que nous avons reçu Mirabel Lingom sur ce plateau, elle qui demandait à ce que son nom soit lavé, que sa réputation soit lavée. Christelle Mirabel est donc finalement décédée après avoir été diffamée, après avoir été intimidée, violée. Elle a donc perdu la vie en début de semaine. C'est un décès qui nous touche particulièrement. Nous tenons à présenter nos sincères condoléances à la famille de Christelle Mirabel, cette jeune fille courageuse qui a montré qu'il ne fallait pas se contenter de porter des longues mèches pour se faire considérer comme une femme. Et nous tenons à vous dire, chers téléspectateurs, que l'équipe de Regard Social revient la semaine prochaine en grande pompe avec une enquête exclusive sur ce qui s'est passé dans la vie de Christelle Mirabel pour qu'elle en arrive à perdre sa vie. Nous reviendrons donc sur ces éléments, notamment la semaine prochaine dans votre programme Regard Social. Et donc, dans la deuxième partie de ce programme, nous revenons sur l'affaire Germaine. Germaine, c'est l'affaire qui a été portée à votre connaissance la semaine dernière du nom de cette jeune femme âgée de 42 ans qui avait été battue au sang
par son compagnon, Germaine, qui s'est retrouvée dans un piteux état. Nous avons porté le cas de Germaine à votre connaissance afin de vous inciter à faire des contributions pouvant l'aider dans sa prise en charge. Alors la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que la prise en charge sanitaire de Germaine a été donc assurée par le ministère de la promotion de la femme et de la famille, à qui nous tirons un sérieux coup de chapeau. Ils ont donc pris en charge Germaine, qui a été internée, qui est même d'ailleurs encore internée à l'hôpital La Quintini de Douala. Nous revenons sur son cas pour vous inciter notamment, chers téléspectateurs, à faire un geste pour Germaine, parce qu'il est question pour elle de redémarrer une nouvelle vie après donc avoir essayé de revivre des mains de son bourreau. Germaine qui a encore besoin de vos différentes contributions pour permettre justement que la cagnotte puisse grimper dans ce qui constitue donc l'aide que Regard Social peut lui apporter. Pour vous rafraîchir la mémoire, nous vous proposons de revenir sur l'histoire de Germaine. La violence masculine contre les femmes n'est pas une simple abstraction. C'est une réalité concrète et horrible, tragiquement banale et quotidienne. Dans le monde, 35% des femmes ont subi une fois des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire. Même si certaines préfèrent souffrir en silence, au final, la gravité de ces actes barbares perpétrés sur elles finissent par trahir ce qu'elles endurent. Cas d'espèce, ici au quartier Ngongsoa, dans le 2e arrondissement de Douala, où Germaine, victime d'actes de violence, a trouvé refuge dans la maison familiale. Ouais, c'est pas la première fois, bien avant même que je ne vienne même d'avouer ici à Douala. Alors, en fait, il y avait déjà un peu cette amalgame qu'elle traversait déjà. Bon, nous on s'est dit c'est une relation. Dans une relation, il y a toujours des problèmes. On a simplifié. Une fois, lorsque je me suis installé ici dans la maison, j'ai vu bien avant qu'ils ne viennent faire le massacre là. J'ai paniqué même. C'est quel genre de mec que ma sœur est allée chercher parce que je n'avais jamais vu. C'est passé. Et ça devenait une routine. À chaque moment, elle venait, elle rentrait, elle venait, elle rentrait. Un matin, je me suis levé, je lui ai dit moi-même. Et avant de lui parler, j'ai dit à son fils, qui est notre fils, que non, il faut que ça s'arrête. Quand ça ne donne pas, ça ne donne pas. Donc, voyant la situation à la maison, moi aussi j'ai compris que bon, il fallait qu'elle ait aussi ses casiers. Tout le monde qui va rester, c'est pas tout le monde qui réussit dans la vie. D'autres peuvent trouver des solutions. Elle est partie toujours. Mais à tout moment, c'est le même délire. Tout moment, c'est le même délire. C'est le même délire, c'est le même. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui s'est passé avec la maman, réellement, je ne sais pas. Le problème qu'ils ont eu là-bas avant qu'ils ne la tapent. La nuit, vendredi, j'ai eu un choc où... Vous avez donc pu avoir quelques images de l'histoire de Germaine qui a été battue par son compagnon qui est d'ailleurs toujours en cabale, Dieudonné Aman Akodia, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a donc pu donner plusieurs coups à Germaine, si bien que c'est presque morte qu'elle est arrivée dans la maison familiale.
Et donc, la mobilisation des uns et des autres a permis que Germaine se retrouve à l'hôpital. Nous reviendrons donc sur les différentes étapes par lesquelles Germaine est passée. Le temps pour nous d'accueillir Irène Tembe. Irène, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Kate. Irène qui nous a justement fait remarquer qu'on aurait bien pu observer une minute de silence pour Christelle Mirabel Lingom. Je propose qu'avec le concours de Danny Warens 2, on puisse avoir un plan d'ensemble de toutes les personnes présentes sur le plateau pour rendre donc cet hommage à Christelle Mirabel Lingom qui est décédée en début de semaine, cette jeune dame qui a été diffamée sur les réseaux sociaux, qui a également été intimidée, violée et qui a trouvé la mort dans des circonstances terribles. Christelle Mirabel, sur qui nous reviendrons entièrement dans l'émission de la semaine prochaine sur Regard Social, histoire de faire une grosse enquête exclusive Equinox Télévision pour que vous puissiez comprendre ce qui est arrivé à cette jeune dame. Nous vous proposons donc, chers téléspectateurs, chez vous à la maison, de pouvoir observer une minute de silence pour Christelle Mirabel Lingom. Et nous vous remercions en vous disant donc encore merci de nous accompagner dans ces dures épreuves que nous traversons au quotidien dans la vie, que ce soit à travers les cas sociaux présents sur ce plateau ou à travers la difficulté qu'on a généralement à leur venir en aide. Et donc Irène, vous êtes là ce soir déjà pour aborder avec nous la question de Germaine. Alors, il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe dans le cadre de cette contribution, c'est qu'on n'arrive pas à lever suffisamment de fonds pour elle. Tout à fait. On n'arrive pas à lever les fonds. Alors, Irène, vous allez m'excuser, je suis encore sur le coup de l'émotion. Nous avons eu 2 cas. Nous avons le cas de Christelle Mirabel et également aucune mère ne peut être insensée face au cas de Brigitte que nous avons reçu sur ce plateau ce soir. Aucun être humain face à cette situation ne peut rester insensé parce que du plus profond de son cœur, de son être, la chair est révoltée, le corps est révolté. On en tremble encore de tous ses membres en se disant « et si c'était nous ?» Exactement. Qu'aurions-nous fait? Et c'est ce que vous avez fait ce soir, chers soldats de la solidarité. Vous avez réagi, vous avez été émus, vous avez même pleuré. Certains ont crié leur désespoir au téléphone. Avant d'aller sur le cas de Germaine, je voudrais déjà saluer chers soldats de la solidarité qui ont bien voulu répondre au cri de cœur de Dame Brigitte sur ce plateau en donnant le peu qu'ils avaient parce que ça continue toujours, ça continue, mon téléphone continue de crépiter. Mon téléphone continue de recevoir vos dons. Nous vous disons déjà merci d'avance. Nous avons perçu certaines contributions. Avant que je ne... Alors, si je peux me permettre, Irène, le temps que vous puissiez reprendre vos émotions, on n'a pas beaucoup de temps, Irène. On ne pourra pas malheureusement lire les noms de toutes les personnes qui ont... Même pas d'une personne qui a contribué aujourd'hui, on reviendra dessus la semaine dernière. Vous allez nous donner le montant global parce qu'on doit faire un tour de table encore pour nos spécialistes qui sont là. Tout à fait. Nous avons perçu un montant de 204 600 francs CFA ce soir. Et ça, c'est pour le cas de Brigitte. Ça, c'est pour le cas de Brigitte, oui. Ça, c'est pour le cas de Brigitte. Nous avons perçu la somme de 204 600 francs CFA. Et vous pouvez continuer de contribuer, chers téléspectateurs. D'ailleurs, Irène vous l'a dit, son téléphone continue de crépiter. Vous avez la possibilité d'être dès demain matin ici sur Equinox Télévision pour remettre à Irène vos contributions en main propre. Nous passons à présent au cas de Germaine. Combien est-ce qu'on a reçu de façon totale pour aider Germaine à reprendre une nouvelle vie? La somme de 102 250 francs CFA. Alors, vous comprenez pourquoi on a besoin de remettre ce cas à l'antenne. Parce que si Germaine a donc été soignée, si Germaine a eu un suivi médical et sanitaire à l'hôpital La Cantini de Douala, qui lui a donc été offert par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, il y a que Germaine, à sa sortie de l'hôpital demain, n'aura pas de maison pour l'accueillir
Elle a besoin donc d'un nouveau domicile. Quitte à ce que ça soit une simple chambre, elle a besoin d'un lit, d'un matelas, des ventilateurs, la base pour pouvoir vivre du moins en attendant de se lancer dans une nouvelle activité. C'est pour ça que vous êtes là, Irène. Tout à fait. Pour motiver ces téléspectateurs qui nous suivent à la maison à pouvoir contribuer. Alors faites la magie, vous seuls savez leur parler. Faites comme vous avez l'habitude de le faire. Non, tout ce qu'on aura à dire à nos chères âmes de bonne volonté, c'est de continuer à mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Également pour ceux qui sont du côté de la diaspora, via les applications TapSend, via les transferts d'argent, vous avez la possibilité de nous joindre. Il vous suffit simplement de nous écrire via WhatsApp au 690 50 50 94 ou au 675 35 25 16. Et lorsque vous envoyez votre don, nous avons tellement de cas sociaux que vous devez préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous êtes en train de contribuer, ainsi que le montant contribué. Et comme je le disais la semaine dernière, aucun don n'est négligeable, car une seule main ne peut pas attacher un sac. Donc nous avons besoin de toutes les contributions, que ce soit la somme de 100 francs, la somme de 200 francs CFA, nous avons besoin parce que ça contribue pour le plein épanouissement du cas social que nous avons. Alors, chers bienfaiteurs, il est temps, parce que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Ensemble, nous pouvons redonner le sourire à tous ces cas sociaux. Donc, nous vous prions, chers bienfaiteurs. Nous avons le cas de Germaine, nous avons également le cas de Brigitte. Il est temps pour vous de mettre la machine de la solidarité en marche. Et pendant que vous mettez cette machine en marche, pour permettre que Irène puisse la huiler comme il se doit, nous allons refaire un tour du plateau en commençant par notre seule dame invitée qui a accepté, c'est rare, je peux vous le garantir, d'avoir des dames sur Regard Social, parce qu'à cette heure, on doit veiller sur les enfants, on doit veiller sur l'époux, on doit se rassurer qu'on a tout fait, ranger et préparer le travail du lendemain. Et avec vous, Madame Ngon Elad, on va revenir sur le cas de Germaine, parce que c'est un cas qui vous parle particulièrement. Il s'agit de violences basées sur le genre, des cas que vous avez l'habitude de rencontrer au quotidien dans vos différentes missions. Et vous avez un message à faire passer aux dames. Merci, madame. C'est vrai, on se demande comment est-ce que des personnes qui sont appelées à vivre affectueusement en arrivent à se donner des coups, en arrivent à se donner la mort. On se demande comment des personnes qui ont des enfants à élever en arrivent à se mutiler au point où nous avons vu Germaine, dont vous parlez tout à l'heure. Et ça, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Or, au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, on travaille à la base, on travaille au niveau de la population pour qu'on n'en arrive pas là. C'est ainsi que nous avons des missions de former, d'éduquer, de sensibiliser. Vous sensibilisez qui? Les femmes ou alors leurs bourreaux? Ça se dit ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Ça veut dire que tout le monde y passe. D'accord. Tout le monde y passe. On sensibilise, pas seulement les femmes. C'est vrai que on se porte généralement dans les associations de femmes. La société est ainsi faite. Il y a des associations de femmes, mais il y a aussi des associations mixtes. Et il se trouve que malheureusement, on s'est rendu compte que malgré la grosse sensibilisation qui est faite autour, il y a des personnes qui ne comprennent pas. D'ailleurs, la semaine où on porte le cas de Germaine à l'antenne, on a un monsieur au quartier Bépanda qui s'est permis de frapper sur sa petite amie en lui tirant les cheveux. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et il y a malheureusement trop de cas qui ne sont pas médiatisés. Alors à ces personnes, qu'est-ce que vous dites? Les personnes qui sont battues, qui encaissent tout en silence et qui commencent à croire qu'elles sont responsables de leur propre turpitude.
Ah, merci. Malheureusement, elles ne sont pas responsables de leur turpitude. Disons que la société, les tolérances d'hier, les comportements malsains, les comportements indisciplinés qui ont été tolérés hier sont à la source de ces conséquences qui malheureusement s'avèrent irrattrapables. Parce que... Vous dites que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Oui, la mauvaise herbe est difficile à brûler. Et c'est là où nous interpellons la société tout entière, c'est-à-dire les parents des enfants. Parce que quand on est parent, on est responsable. Et ça, il n'y a pas une heure pour ça. Il n'y a pas un jour. C'est au tic-tac. On doit avoir et les yeux et les oreilles à tout moment auprès de ceux dont nous sommes responsables. Alors, nous interpellons les parents sur leur devoir, le devoir de veiller sur les enfants. Et cette veille se fait, comme je disais tantôt, 24 heures sur 24, mais surtout dans les premières années de la vie. D'accord. Parce que la personnalité de l'adulte, de la personne, se met en place de la jeunesse, c'est-à-dire du jour de la conception jusqu'à ses 6-8 ans. Donc c'est pendant ce moment que les parents doivent être présents, formater, former, éduquer, accompagner, mettre les garde-fous pour inculquer les valeurs atemporelles de vie, de respect de la vie, les valeurs de travail, les valeurs de solidarité, les valeurs d'amour aux enfants. Merci. Parce qu'un enfant qui a été ainsi élevé a le sens du bien et du mal. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans notre société. Oui, ce n'est pas toujours le cas parce que les parents sont interpellés par des soucis matériels et banalisent un peu l'humain qui est la chose la plus précieuse de la vie. D'accord. Merci à vous, Madame Ngon Elad. Et on va également donner la possibilité à nos hommes de s'exprimer sur cette thématique de violence basée sur le genre. Vous êtes psychologue. Monsieur Ndiomo, est-ce que vous avez déjà reçu des patientes qui étaient sous le coup, moi j'ai envie d'aborder cette thématique avec vous, sous le coup d'un pervers narcissique, quelqu'un qui réussit à déconstruire du tout au tout un être humain, à mettre cet être humain totalement à sa botte. Est-ce que vous avez reçu ce genre de personnes? Comment on fait pour se débarrasser de ce type de joug? Ah, vous souriez. En fait, je ne pourrais pas répondre ici sur comment ça se passe pour se défaire de ce genre de personnes. Mais je vais rebondir d'abord sur ce que Mme Ngon a dit. L'éducation des enfants, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment dans ces moments-là que soit se construisent les ressources, soit se construisent aussi les faiblesses des personnes. Et tous les cas que nous avons évoqués ce soir, que ce soit celui de Germaine ou celui de Brigitte, je pense que ça remet encore sur la table, pour moi, je dirais un problème de santé mentale. Au Cameroun, bon, dans plusieurs pays africains, en fait, au Cameroun, dans plusieurs pays africains, oui, on conçoit encore la santé juste au niveau somatique. Donc, on se sent mal seulement dans son corps. Mais tout le monde je pense que tout le monde ici a déjà fait l'expérience du fait que quand on est mal, ce n'est pas toujours et seulement dans son corps. On peut se sentir mal dans ses émotions, on peut se sentir mal dans ses pensées, on peut se sentir mal de tout court. Et tout ça est géré par le cerveau. Donc c'est pourquoi je parle d'un problème de santé mentale. Et l'éducation, justement, dès le bas âge, va aider à construire soit les vulnérabilités, soit les ressources. Et ça des deux côtés, que ce soit du côté des victimes, c'est-à-dire des femmes qui subissent
ces violences-là, mais aussi du côté des bourreaux. Parce que s'il arrive à se comporter comme ça, il a eu des expériences qui l'ont amené à construire une certaine conception de la relation avec les gens autour de lui qui font que bon, c'est sa manière à lui de faire. Donc s'il y avait une certaine éducation au préalable, peut-être qu'il ne serait pas comporté de cette manière-là. Et pareil aussi pour les femmes, dans une situation comme celle-là, comment la manière avec laquelle elle réagit à ça, c'est aussi une manière qu'elle a apprise dans ses interactions précoces. Et même que, comme je disais, dans les relations précoces, il est possible même que les vulnérabilités consistent à attirer à soi les problèmes. C'est-à-dire, la femme ou la fille est éduquée de manière à ce que son attitude et son comportement attirent vers elle des personnes qui ont... ah bon, c'est possible ça? Et ça, c'est effectivement possible. Donc c'est vraiment pour revenir sur le fait que vraiment l'éducation et les interactions entre les parents et les enfants sont vraiment très importants dans la constitution de la personnalité de la personne adulte. Donc vraiment, je veux finir en attirant l'attention, que ce soit du public en général, que la santé, ce n'est pas seulement dans le corps, mais c'est aussi dans la tête, dans les émotions, dans ses pensées. Et aussi nos pouvoirs publics, parce que ces situations, je pense aussi, les interpellent. Un cas comme celui de Brigitte, c'est vrai qu'on a pris peut-être des dispositions pour mettre le corps à la morgue et que peut-être des mesures administratives vont être prises pour... Mais il n'y a pas que ça. C'est important de manière préventive, dans des situations comme celle-là, de mettre en place un processus qui permet en fait, si on peut dire, d'évaluer et de prévenir les risques en termes de santé mentale. Parce que si vous remarquez bien, les séquelles ne sont pas seulement physiques, même chez Germaine, les séquelles ne seront pas seulement physiques. Il y a potentiellement des séquelles en termes d'image, en termes d'émotion, en termes de souvenirs, et même en termes de conception de la relation à l'autre. Donc, vraiment, ça remet encore sur la table un problème de santé mentale et que nos pouvoirs ont vraiment intérêt à repenser à ça et à favoriser les conditions pour que les spécialistes puissent effectivement offrir ce genre de services. Merci. Professeur Charles Ngadifna, je sais que vous avez en horreur les affaires de violence basées sur le genre, chaque fois qu'on a parlé. D'ailleurs, l'émission qu'on a faite avec Christelle Mirabel Lingom, vous étiez sur le plateau. Vous avez d'ailleurs apprécié la force avec laquelle cette jeune dame essayait de laver sa réputation, de laver son image. Et donc, je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Oui, je crois qu'à plusieurs titres. D'ailleurs, et puis vous me donnez l'occasion de transmettre à la famille et à tous ceux qui l'ont connu les condoléances de monsieur le recteur de l'université de Douala et la compassion de monsieur le doyen de la faculté des lettres. Et moi, je porte la voix de tous les enseignants parce que je l'ai connu comme enseignante au département de sociologie. Donc, en fait, c'est un chef de département qui a perdu une de ses étudiantes. Et dans le cours de votre rentrée de regard social, j'ai partagé le plateau avec elle et c'est avec beaucoup d'émotion que ses camarades ont appris qu'elle est passée de vie à Trépas, donc c'est l'université de Douala qui est également touchée. C'est le département de sociologie pour lequel je reste encore le chef et c'est des moments assez difficiles. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je revoyais mon étudiante sur le plateau. Nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger par la suite. Et je l'ai appris par la voix des médias qu'elle est passée de vie à Trépas. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que le Dieu qui l'a rappelé puisse l'accueillir auprès de lui et puis avoir un regard compatissant sur son parcours terrestre. Certainement, elle n'était pas ange, mais comme je l'ai dit et je l'ai redit, c'était une étudiante brave qu'il regarde plus les efforts qu'elle a fait dans sa condition humaine. Maintenant, pour revenir à cela, je crois qu'on retorquera peut-être par endroits que qui aime châtie bien, mais je reste aussi convaincu que la brutalité, la violence reste le privilège de l'animal et du sauvage. Donc, vous ne pouvez pas justifier de quelque point de vue que ce soit régler un problème d'amour par la violence, je ne pense pas. Parce que quand on aime, on comprend. Quand on aime, on se remet à la place de l'autre pour comprendre ses faiblesses et reprendre la personne. La violence de tout temps et de tous les airs n'a résolu aucun problème. Donc vous ne pouvez pas punir par amour, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous laisser emporter par amour, ce n'est pas possible. Donc je crois que c'est réservé aux bêtes.
qu'on essaie de reprendre un peu le pied et que l'éthique, la morale, la perversion sociale vers laquelle nous allons puisse ramener au respect de la dignité de l'être humain. C'est ça qu'il y a de plus cher. Il n'y a pas de société qui n'est pas d'homme. Donc pourquoi s'emporter à des brutalités? Pourquoi s'emporter à des violences? Je crois qu'il y a l'émotivité qu'on doit essayer de taire, revenir à la raison, revenir à la logique, comprendre l'autre. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord. Et ce soir, je vais poser la question à Irène comme s'il s'agissait d'une spécialiste. Oui, madame, vous allez nous donner votre point de vue sur les violences basées sur le genre. Vous et moi avons péniblement, et on continue d'ailleurs de le faire, porté le deuil de Christelle Mirabel. Nous sommes entourés d'une très grosse équipe, mais d'une équipe d'hommes. Nous sommes les 2 femmes de cette équipe et vous comprenez que quand on perd quelqu'un de cette façon, c'est surtout les femmes qui ont tendance à avoir les manifestations extérieures de ce deuil. Alors, peut-être quelques mots au sujet de la violence basée sur le genre et sur les condamnations qu'il faut avoir par rapport à un tel fléau. Comme je vous dis, je condamne avec la plus haute énergie les violences faites aux femmes parce que la femme reste et demeure le sexe faible. Quel qu'en soit ce qu'elle fait, quel qu'en soit l'acte qu'elle pose, elle ne portera jamais le pantalon à la place de l'homme. Et un homme qui bat sur une femme, c'est pas un homme. C'est pas quoi. C'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est un animal. Parce qu'on ne peut pas expliquer le fait qu'on peut dire à une femme, on l'aime, on la chérit, et du jour au lendemain, on la bat au point de la faire passer de vie à trépas, comme le cas de Germaine. Ça n'a pas de sens. Et il faut dire que ce n'est pas que de la violence physique. Hein. Le psychologue nous parlait encore et encore tout à l'heure des pervers narcissiques. Oui, du fait qu'on ne soit pas malade seulement dans le corps, mais aussi dans les émotions, la tête et tout. Et il y a des personnes qui ne vont pas vous poser la main dessus, mais qui vont tellement vous mater psychologiquement que vous allez arriver au niveau où vous vous comparerez peut-être à un animal. Alors on va souhaiter beaucoup de force et de courage à toutes les personnes qui passent par là et continuer de vous dire que nous sommes là pour vous. Il y a des plateformes qui sont là pour vous. Vous n'avez qu'à frapper à la bonne porte. Irène est là, Kedia Hachelibo est là. Toutes les femmes qui sont actives dans le monde de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme sont là pour vous écouter et prêtes à vous accompagner tout le long de ces situations difficiles que vous rencontrez. Ne restez pas terrés sur vos émotions à vivre toutes seules les difficultés par lesquelles vous passez. Il faut en parler et peut-être que l'aide vous viendra d'à côté. Et c'est sur ces derniers mots, chers téléspectateurs, que nous allons mettre un terme à l'édition de ce jour en vous remerciant d'avoir bien voulu passer votre soirée scotchée sur Equinox Télévision, la meilleure des télévisions du Cameroun et d'Afrique. Nous le disons donc sans prétention. Nous remercions notre public qui a été présent également avec nous tout le long et qui, malgré les intempéries, est toujours présent. L'équipe de technico-artistique, Dallas Chana, Carlos Minoué, Cédric Chouna, Danny Warren The2. Nous avons la présence de Jeff sur le plateau, la présence de Martin Abanda. C'est toute une grosse équipe. Marlise Mifoumou qui se rassure que vous ayez cette émission sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, ainsi que Raphaël Dipanda et notre diffuseur. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous parlerons de Christelle Mirabel Lingom. Ne l'oubliez pas, prenez le rendez-vous. Et pour ce qui est des heures de rediffusion de votre programme, vous pouvez nous voir donc sur les antennes d'Equinox Télévision le vendredi lorsqu'il est 13h et le samedi lorsqu'il est 8h30. Prenez soin de votre cœur et merci d'être resté avec nous. Bonne soirée.